Merci beaucoup, chers collègues, pour cette belle introduction. Donc, je vais vous parler des ressources partagées. Peut-être encore quelques mots sur moi. Donc, je suis professeur en France, mais je suis d'origine allemande. Donc, j'ai vécu jusqu'à 23 ans en Allemagne et après, je suis passé en France. Mais justement, je suis seulement passé quelques kilomètres. Donc, j'habite en réalité à Strasbourg. C'est à 500 mètres de l'Allemagne et je prends le vélo pour faire mes achats en Allemagne pour des produits qui sont moins chers. Il suffit de traverser le Rhin, il y a un pont pour les piétons et pour les vélos, donc je suis dans un quart d'heure, je suis en quelque sorte chez moi, tout en vivant en France et en évoluant professionnellement en France. Donc je me permets aujourd'hui de vous parler sur le droit des ressources naturelles et également, donc, de procéder en 3 temps. D'abord, du droit des ressources en eau douce. On va parler des ressources en eau douce. Ça sera l'aspect le plus développé, le plus lent, parce que là, il y a tous les concepts du droit des ressources naturelles, à mon avis, qui prennent leur émergence, qui peuvent intéresser aussi d'autres secteurs. Ensuite, dans un deuxième temps qui sera plus bref, je vais parler de mon expérience sur le projet des aquifères. Il y a la Commission du droit international en 2008 a adopté un projet sur le droit des aquifères et j'ai eu la chance de travailler comme expert pour le rapporteur spécial qui était Monsieur Yamada, un japonais à l'époque, et donc je peux vous raconter un peu comment le travail s'est déroulé au sein de la Commission du droit international et dans mon comité d'experts et faire aussi le lien avec les autres ressources naturelles qui finalement ont été écartées, c'est-à-dire le gaz naturel et le pétrole qui n'ont pas été abordés par la Commission du droit international. Donc ça sera dans un deuxième temps, mais ça sera un peu plus bref, et dans un troisième temps aussi plus bref, parce que en fait c'est seulement une illustration de la première partie. Je vais parler de l'énergie hydroélectrique et comment se situe, donc ça c'est de nouveau dans mon domaine qui est l'eau initialement, donc on va voir comment on produit à partir du mouvement de l'eau, de l'énergie. Donc je vais commencer peut-être avec le premier point sur les ressources en eau douce. Donc il faut bien distinguer l'eau douce de l'eau salée, et là il faut partir de l'idée du concept de ressources. Le concept de ressources naturelles implique, c'est un concept anthropocentrique, c'est-à-dire c'est orienté vers l'homme. Donc une ressource suppose qu'il y a une utilité pour l'homme. Là où il n'y a pas d'utilité pour l'homme, ce n'est pas considéré comme une ressource. Or, par exemple, si je prends l'eau salée, l'eau des océans, là on ne parle pas d'une ressource naturelle, parce que d'abord elle existe en abondance, et ensuite, elle n'est pas utile pour l'homme directement. Alors, on peut après dessaler l'eau de la mer, mais dans ce cas-là, elle se transforme en ressource parce qu'elle devient de l'eau douce. Alors, moi, je suis principalement juriste en droit de l'environnement, donc j'ai une approche comme environnementaliste qui, je l'avoue tout de suite, qui est orientée. Donc je suis plutôt du côté écologique, pour mettre les points clairs tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, si je protège le milieu marin, les océans, qu'est-ce que je protège? Seulement le milieu, donc je protège la qualité, donc j'agis sur le plan de la qualité. En matière douce, j'ai une deuxième action, je peux aussi protéger l'eau, la qualité de l'eau, ça on pourrait dire c'est écologique, c'est environnemental. Mais en même temps, je m'intéresse à la quantité. Pour des océans, je ne m'intéresse pas à la quantité, parce qu'il y en a suffisamment. C'est comme l'air, il y en a suffisamment. L'eau douce, en revanche, il n'y en a pas suffisamment, et il y a un phénomène de rareté. Et je pense, à partir du moment où on a un phénomène de rareté, par rapport aux besoins humains, on a un phénomène de ressources naturelles. C'est ma position. C'est d'ailleurs très intéressant si vous regardez les travaux du 18e, fin 18e, début 19e siècle, si vous comparez deux auteurs, Adam Smith qui est le grand fondateur du libéralisme, et vous comparez ses travaux sur ce qu'il dit sur l'eau avec Karl Marx. C'est-à-dire il est
idéologiquement à l'opposé, Adam Smith et Karl Marx. Ils s'accordent sur un point, c'est le seul point que j'ai trouvé. Ils disent les deux, l'eau n'est pas une ressource, parce que, je n'ai pas la citation littérale, mais les deux s'accordent sur le fait que l'eau n'est pas une ressource parce qu'elle existe en abondance. Ce qui veut dire, à leur époque, l'eau douce n'était pas encore une ressource, parce que pour l'industrie de l'époque, il y avait suffisamment d'eau, il n'y avait pas un phénomène de rareté, au moins dans leur société, parce qu'ils venaient de zones humides, où il y a suffisamment d'eau. La perception, elle est tout à fait différente dans des régions arides, mais eux, ils étaient issus de sociétés où il y avait suffisamment d'eau. Donc pour eux, l'eau n'était pas un facteur économique à prendre en compte dans leur théorie. Et c'est seulement après, je dirais à partir du début du XXe siècle, que l'eau est perçue comme une ressource, à partir du moment où on a un phénomène de rareté, où on a une vue, aujourd'hui on dirait mondialisée ou globalisée, qu'on a bien vu qu'il y a des régions avec des climats différents. D'ailleurs, c'était déjà vu par Montesquieu. Montesquieu, dans l'esprit des lois, il dit la géographie détermine les règles juridiques. Donc, les règles il prend aussi l'exemple de l'eau. Il dit l'eau dans un système aride, dans des régions arides, l'eau reste un bien collectif. Dans un peuple désertique, là, vous ne pouvez pas vous approprier un oasis où il faut partager l'eau. L'eau, c'est quelque chose de commun. Alors que dans des sociétés où il y a beaucoup d'eau, l'eau peut être appropriée. On peut devenir propriétaire de l'eau, voire de source, voire de réservoir d'eau. Donc vous voyez, déjà Montesquieu, il a bien distingué les règles juridiques qui sont nées dans ce contexte. Donc on peut considérer aujourd'hui que l'eau est devenue une eau douce. Maintenant, par la suite, je ne préciserai pas, mais je parlerai toujours de l'eau douce, de l'eau au sens d'eau douce. Donc on peut considérer que les ressources en eau douce sont devenues effectivement des ressources, parce qu'il y a un phénomène de rareté. Alors on peut, le point de départ en droit international public, où l'eau est appréhendée, même si le mot n'est pas utilisé, mais l'eau est appréhendée comme une ressource, c'est un traité que vous trouvez ici en Amérique du Nord. C'est le fameux traité de 1909, conclu entre les États-Unis, à propos des Grands Lacs, conclu entre les États-Unis d'Amérique et après, à l'époque, par la Grande-Bretagne pour le Canada. Donc aujourd'hui, c'est le Canada qui est devenu partie. Donc c'est un des premiers traités, je dirais même le premier traité, qui instaure une commission mixte, qui survit jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a quelques années, il y a 5 ou 6 années, donc en 2009, ils ont fêté leur centenaire. La commission a fêté son centenaire. Donc c'est la première commission qui essaye de gérer l'eau des Grands Lacs, ici en Amérique du Nord, mais dans une perspective de ressources. Pour moi, ce traité, il est le point de départ du droit moderne, du droit international moderne de l'eau. Donc avant, on s'intéressait à la navigation, à d'autres problèmes, et à partir de ce moment-là, l'eau est appréhendée comme une ressource et gérée par un organe commun, par une commission intergouvernementale. Donc ça, c'est un traité tout à fait paradigmatique. Il y a des clauses aussi très générales et des formules très générales. D'ailleurs, je vous invite, comme vous n'êtes pas très nombreux, de m'interrompre si vous avez des questions. Donc, je suis malheureusement très bavard. Donc, si vous voulez, vous m'interrompez et vous pouvez poser des questions. Donc là, on peut dire, oui, ça c'est un peu l'histoire, le début du droit qui devient, à un moment donné, assez précis, une ressource. Et immédiatement après, il y a la doctrine qui entre en jeu et qui essaie de conceptualiser ce nouveau phénomène de ressources naturelles dans le domaine de l'eau. Alors, il y a, de nouveau, on est ici en Amérique du Nord, donc vous voyez, c'est une région très importante dans cette évolution, mais là, on est plutôt sur la frontière entre les États-Unis avec le Mexique.
il y avait, à la fin du 19e siècle, il y avait le procureur général américain qui s'appelait Harmon, et il a développé une doctrine. Vous savez que les États-Unis partagent plein de cours d'eau avec le Mexique. Donc, il y a le Rio Grande qui va vers du Texas, vers la frontière donc, entre le Texas et le Mexique. Mais vous avez le Colorado, vous avez plein de rivières qui sont partagées entre les deux États. Le problème, c'est qu'aux États-Unis, il y a des villes qui ont été fondées dans un milieu assez désertique, qui étaient très consommatrices en eau. Donc on a extrait des quantités énormes d'eau de ces rivières, que le Rio Grande, il n'est plus du tout grand, hein, c'est un ruisseau qui arrive aujourd'hui sur la frontière entre le Texas et le Mexique. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a le procureur général, parce que les Mexicains, ils étaient faibles politiquement à l'époque, à la fin du 19e siècle, les Mexicains ont dit, mais on a droit à recevoir aussi de l'eau, parce que chez nous, il y a aussi du désert, on a aussi besoin de l'irrigation. Et la doctrine Harmon disait qu'elle consacrait un principe qu'on appelle la souveraineté absolue sur un État, et là, la souveraineté absolue sur ses ressources naturelles. Absolue, ça veut dire illimité. C'est c'est une application du principe de la souveraineté étatique, de la souveraineté territoriale. Un État, il est assis sur un territoire, il fait sur son territoire ce qu'il veut. Donc s'il a la chance d'avoir des fleuves qui prennent leur source sur son territoire, il peut les couper et priver les États d'aval de ce cours d'eau. C'est très curieux parce qu'au même moment, les États-Unis défendaient une doctrine exactement inverse sur la frontière avec le Canada. Parce que vis-à-vis du Canada, les États-Unis sont dans la plupart des cas dans une situation d'état d'aval et le Canada est l'état d'amont. Alors que vis-à-vis du Mexique, les États-Unis sont état d'amont et le Mexique état d'aval. Donc ils défendaient cette théorie Harmon à l'égard du Mexique, mais ils pratiquaient autre chose. Ils exigeaient du Canada, ou à l'époque de la Grande-Bretagne, de recevoir des eaux, notamment à propos du fleuve Columbia, à l'ouest du Canada et des États-Unis. Donc là, vous avez la doctrine Harmon qui faisait que finalement, que le Mexique n'a plus reçu, il n'y avait plus d'écoulement naturel des fleuves, et le Mexique a reçu très peu d'eau. La doctrine Harmon a été opposée par un autre courant doctrinal qu'on appelle, là il n'y a pas de nom, c'est pas attaché à un nom particulier, la doctrine de l'intégrité territoriale absolue. Tout à l'heure, on avait dit c'est la souveraineté territoriale absolue, et là c'est l'intégrité territoriale absolue. Alors dans ce cas-là, on dit c'est exactement, c'est très curieux, c'est contradictoire. C'est fondé également sur le principe de la souveraineté territoriale, mais si maintenant vous êtes État, c'est la doctrine des États d'aval. Si vous êtes dans un État d'aval, il y a un fleuve qui vous parvient à partir d'un autre État. Vous avez droit à l'intégrité territoriale, et cette intégrité, elle est atteinte si on vous prive de certaines quantités d'eau. Donc vous voyez, la souveraineté territoriale, elle sert à des arguments extrêmement opposés. Les uns disent, je peux faire avec les eaux sur mon territoire ce que je veux. Les autres disent, on a droit à la quantité naturelle, à la quantité qui naturellement s'écoule, parce que sinon il y a atteinte à mon territoire comme il était initialement. Il est changé parce qu'il y a moins d'eau qu'il y a. Donc c'est, oui. Oui, ben, je ne veux pas pouvoir rentrer dedans. Donc, c'est la quantité naturelle de l'eau, mais ça ne tient pas compte de la qualité dans ce cas-là, comme vous dites au début, qu'on parle de qualité de quantité d'eau. Donc, quand selon la doctrine des deux souverainetés d'intégrité, chaque moment, c'est vraiment juste toujours la quantité, non pas de... Là, on s'intéresse exclusivement à la quantité, exactement. Okay. C'est-à-dire, là je parle plutôt du droit des ressources en eau. C'est-à-dire, à un moment, on peut dire le droit de l'environnement, qui s'intéresse à la protection de la qualité. Il naît dans les années 1970, tout l'esprit écologique, qu'il faut protéger la nature pour sa valeur intrinsèque,
un écosystème aquatique, par exemple. C'est une cité qui émerge à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Donc à cette période, on est loin de ces préoccupations environnementales. Donc, il y a des traités qui, rétrospectivement, entrent dans une logique environnementale. Vous avez, par exemple, là où j'habite au bord du Rhin, en France, par exemple, on interdit dans le Rhin, à la fin du 19e siècle déjà, de pêcher avec des explosifs ou avec des cyanures. C'est-à-dire les pêcheurs, ils mettaient des cyanures dans la rivière, dans quelques secondes, tous les poissons mouraient, et ils flottaient morts sur la surface et on ramassait les poissons. Et comme ils mouraient tellement rapide avec les cyanures, ils ne pouvaient pas les ingérer, il suffisait de les laver, ils étaient comestibles, hein, parce que la mort, elle est tellement vite. Donc par exemple, ces méthodes non sélectives, donc on a tué tous les poissons, hein, même ceux qui n'étaient pas comestibles, toutes les bêtes, hein, on a tué, et là on a des réglementations. Là on peut dire oui, ça c'est environnemental, même si c'est très, très ancien déjà. Non. Mais là, aux États-Unis et le Mexique, on est purement dans le domaine quantitatif. Pourquoi ? Vis-à-vis du Mexique, c'est un problème de quantité. Il n'y a pas assez d'eau. C'est des régions qui sont plutôt arides. Hein, on pourrait dire d'une manière simplifiée, l'écologie de l'eau apparaît dans des régions où il y a beaucoup d'eau. Et là, on est plus sensible à la pollution. Là où il n'y a pas d'eau, on pense très tôt et avant à la qualité, on pense à la quantité. Pourquoi ? Parce que l'irrigation est possible avec une qualité moindre. L'eau potable, là j'ai besoin d'une qualité impeccable. Mais pour l'irrigation, il y a même certaines plantes qui acceptent de l'eau saumâtre. Hein. Donc actuellement, ils essaient de modifier génétiquement des espèces de plantes qui acceptent l'eau saumâtre, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus. Mais là, on est vraiment dans le domaine quantitatif. Donc je dirais le droit de l'eau, c'est vraiment à cheval entre le droit de l'environnement et le droit des ressources naturelles. Je dirais, lorsque je m'intéresse à la quantité, là, c'est la logique du droit des ressources naturelles qui prévaut. Si je m'intéresse à la qualité, c'est plutôt le droit de l'environnement. Mais c'est une perception artificielle, parce que bien évidemment, les deux aspects sont liés. C'est-à-dire, si je pollue, si j'ai un réservoir d'eau, un lac, s'il est petit, et je verse des quantités, il est plus facilement pollué qu'un grand lac avec les mêmes quantités de pollution, parce que ça se dilue moins. Donc bien évidemment, la qualité et la quantité sont liées. Mais historiquement, les règles ont émergé dans des domaines différents. Même si aujourd'hui, on a une approche intégrée, ce qu'on appelle une approche intégrée. Donc aujourd'hui, on aborde les aspects quantitatifs et qualitatifs à la fois dans les traités modernes sur l'eau. Donc c'est contrairement par exemple à la protection du climat, la protection du climat c'est purement qualitatif. Parce qu'il faut se protéger contre le changement climatique. Ou lorsque vous avez des instruments de lutte contre la pollution atmosphérique, c'est purement qualitatif, c'est environnemental. Parce que l'air n'est pas une ressource. En Chine, c'est tellement pollué dans certains endroits qu'ils vendent des canettes d'air pur. Mais c'est une blague plutôt, non? Donc vous ouvrez la canette et vous pouvez respirer de l'air pur de la montagne. Donc là, on pourrait penser, ah oui, peut-être là, l'air se transforme en ressource, non? Parce que c'est rare. Je ne peux plus respirer de l'air pur chez moi et j'ai besoin de canettes. Ou si je mets de l'air comprimé pour faire la plongée marine ou un truc comme ça, là, je peux dire oui, l'air, là, ça devient une ressource, elle est sur le marché. Mais c'est un phénomène tellement rare qu'on peut considérer que l'air n'est pas encore une ressource, parce qu'il n'y a pas ce phénomène de rareté. Voilà, donc vous avez la doctrine Harmon, d'un côté, souveraineté territoriale absolue, et l'autre, c'est l'intégrité territoriale absolue. Et finalement, en 1944, les États-Unis adoptent un traité avec le Mexique, donc qui concerne tous les cours d'eau frontaliers avec le Mexique. Et dans ce traité, ils abandonnent la doctrine Harmon et ils acceptent des restrictions. C'est-à-dire on prescrit, on garantit des quantités d'eau au Mexique, donc des débits, il y a des chiffres, il y a des annexes avec des débits très concrets
qu'on cède aux Mexicains. Malheureusement pour les Mexicains, en 1944, on inscrit le statu quo de l'époque. Donc ils avaient déjà plus beaucoup d'eau à l'époque parce que les extractions se faisaient déjà avant. Donc on gèle la situation en 1944, donc on ne revient pas à une situation antérieure lorsqu'il y avait encore un écoulement naturel. Parce que vous avez, pour le Colorado, vous avez des villes comme Phoenix, Las Vegas, qui sont extrêmement consommatrices en eau. Hein. Donc là, on ne pouvait pas faire marche en arrière. Donc là, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez vraiment, pendant, je dirais, une quinzaine d'années, vous avez la période des grands traités sur l'eau, mais qui s'intéresse à l'aspect quantitatif, vraiment au partage des eaux. Alors que les plus importants, donc, on va dire, c'est le traité de 1944 entre les États-Unis et le Mexique. Un deuxième traité extrêmement important intervient en 1959, c'est le traité sur le Nil. Alors ça, c'est le fleuve le plus curieux du point de vue juridique, et à mon avis, ça va causer des conflits, mais peut-être des guerres autour de l'eau dans les années à venir. Le Nil est le seul fleuve international dans le monde où le dernier état d'aval est le plus puissant. Naturellement, lorsqu'on analyse en termes de pouvoir sur la maîtrise des eaux d'un fleuve, c'est toujours l'état d'amont, parce qu'il peut mettre un barrage. En principe, c'est toujours l'état d'amont ou les états d'amont qui sont le plus forts, et les états d'aval sont plus faibles, parce qu'ils reçoivent ce que les autres leur laissent. Alors dans le cas du Nil, c'est exactement le contraire. Donc dans tous les grands fleuves, en général, il y a une prédominance des états d'amont, et là, il y a une prédominance de l'état d'aval. Et le traité de 1959, il fait d'ailleurs suite à un traité de 1929, qui privilégiait seulement l'Égypte. Là, le traité de 1959, il est conclu entre l'Égypte et le Soudan, et il y a en quelque sorte un condominium de ces deux États sur les eaux du Nil. Mais c'est les deux États d'aval. Donc c'est pas les États où il y a le Nil bleu, le Nil blanc, où il y a des régions exactement aussi désertiques. Alors comment ça s'explique, cette situation particulière du Nil? C'est exclusivement historique, parce qu'il faut savoir que tous les États du bassin du Nil étaient des ex-colonies britanniques. L'Égypte était un protectorat, mais aussi sous protectorat britannique. Donc c'était des ex-colonies britanniques, et le colonisateur britannique a toujours favorisé l'Égypte pour son prestige historique, son ancienne culture, une culture d'irrigation extrêmement ancienne. Donc on a inscrit dans ces traités une situation ancienne qui devait prévaloir également pour le futur. Dans ce traité de 1959, donc il associe en quelque sorte le Soudan au partage des eaux du Nil, mais exclut toujours les autres. Et depuis 2010, donc les autres États maintenant, en 2010, ont adopté un autre traité auquel sont complètement opposés le Soudan et l'Égypte. Le Soudan du Sud, il est un peu dans une situation à part, parce qu'il est trop récent. Hein, mais en quittant le Soudan, il a quitté aussi ce système du traité, donc il est maintenant aussi un État tiers par rapport à ces deux États privilégiés. Donc il y a une sorte de coalition qui se formait en 2010, et un conflit énorme qui était en train de naître entre donc, les États d'amont du Nil et les deux États d'aval. Entre-temps, parce que lorsque je pensais que là, il va y avoir une crise très grave, il y a le printemps arabe qui a éclaté, qui a complètement affaibli l'Égypte. Donc l'Égypte, pendant ces événements, a complètement disparu de la scène internationale et ne pouvait plus faire pression sur les États d'amont du Nil. Mais maintenant, avec la consolidation du régime actuel en Égypte, je pense que ça va, dans les années à venir, ça va redevenir d'actualité. Et j'espère que non, mais peut-être même mener à une guerre autour de l'eau, parce que les États d'amont n'arrivent pas à se développer, parce qu'ils doivent laisser tout l'eau. Alors vous pourriez dire, oui, mais c'est des États tiers. Mais lorsque on a conclu les États sur le Nil, c'était le Royaume-Uni qui était associé, c'était tous des colonies anglaises, donc on peut considérer, oui, mais à l'époque,
ces États étaient engagés au titre du Royaume-Uni. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est une argumentation qui ne vaut plus, c'est des États souverains, et ils pensent qu'ils peuvent aussi, d'ailleurs à juste titre, profiter de ces ressources du Nil. Donc ça, c'est un problème très délicat, et comme c'est une région chaude, politiquement délicate, ça risque de poser des problèmes à l'avenir. Donc ça, c'est 59. En 1960, on met fin à une guerre autour de l'eau. Donc vous voyez, c'est une ressource, elle est tellement vitale qu'elle génère des guerres. Donc c'est le traité sur l'Indus entre le Pakistan et l'Inde. Vous savez que ce n'est pas les meilleurs copains, ces deux pays-là. Il y avait plusieurs guerres, et ces guerres étaient motivées, entre autres, par le partage des eaux de l'Indus. Sur la conciliation de la Banque mondiale, qui est également partie à ce traité, on a pu mettre fin à ce conflit, ce qui concerne les eaux, pas aux autres conflits, mais on a mis fin au conflit sur les eaux, et c'est un traité qui donne des chiffres très exacts de quel affluent, quels sont les débits de tel affluent. Donc tout est réglé à propos du bassin de l'Indus. Tout le régime du débit de l'Indus est réglementé dans ce traité de 1960. Et récemment, ça a donné un arbitrage. Donc ce traité continue à être appliqué, et lorsqu'il y a des contestations sur les quantités, les arbitres, actuellement, les dernières années, interprètent ce traité et continuent à l'appliquer. Donc là, ça a permis de pacifier, de désamorcer un point de conflit entre les deux États qui était le partage des eaux de l'Indus. Un autre traité qu'on peut mentionner, il date de 1961, donc vous voyez, c'est une période très prolifique à ce moment-là. 1961, c'est le traité entre les États-Unis et le Canada à propos du fleuve Columbia. Donc, son titre, c'est « La mise en valeur des ressources hydrauliques du bassin du fleuve Columbia ». Donc, clairement, une approche de ressources naturelles, de ressources hydriques, hydrauliques ici. Donc, mise en valeur des ressources hydrauliques du bassin du fleuve Columbia. Donc là où on règle, parce que entre le Canada et les États-Unis, les grandes ressources en eau douce, c'est les grands lacs d'un côté, ou le bassin des grands lacs, tous les fleuves qui sont liés à ce grand bassin, mais à l'ouest, il y a encore le fleuve Columbia. Donc on peut considérer que la frontière canado-américaine, elle est couverte par ces traités. D'ailleurs, il y a des petits traités aussi sur des petites rivières qui sont négligeables, mais là, c'est les deux grands bassins. Mais c'est également une approche par quantité. On parle clairement de ressources. Et je vais m'arrêter là parce que c'est en quelque sorte la fin des grands traités internationaux. Il n'y en a pas beaucoup d'autres. Il y a des traités sur des fleuves négligeables, de moindre débit par la suite. Mais ça, c'est vraiment je dirais, c'est les grands traités. 1944 et ensuite 59, 60, 61, à propos des fleuves qui ont vraiment un débit considérable. Ensuite, on pourrait dire, apparaissent les traités environnementaux, donc qui s'intéressent aux aspects qualitatifs. Mais ça, c'est un autre domaine que je ne vais pas approfondir ici. Tous ces traités, curieusement, naissent en Europe du Nord, donc là où il y a beaucoup d'eau. Donc, entre la France, la Belgique et le Luxembourg, on crée la première commission qui s'intéresse exclusivement à la pollution en 1950. Ça, c'est la préhistoire pour le droit de l'environnement. Et surtout, dans les années 1970, là, il y a une multitude sur le Rhin, sur le Danube, dans tous les grands fleuves européens, font l'objet de réglementations qualitatives. Donc ici, en Amérique du Nord, par exemple, avec les grands lacs, là, on a géré dès le début, dès le traité de 1909, les deux, la quantité et la qualité. Surtout, tout de suite, la qualité. Donc c'est pour ça, ce traité sur les grands lacs, c'est vraiment un traité paradigmatique. Il est, comme je dis aussi, préhistorique, parce qu'il anticipe des approches environnementalistes qui vont réapparaître seulement dans les années 1960. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire à propos des grands régimes. Alors, dans les années 1950, on réfléchit à l'ONU, à la codification du droit des fleuves internationaux. Et on va d'ailleurs consacrer un nouveau terme. Le terme, c'est cours d'eau
international. Donc on va créer un nouveau terme, cours d'eau international. Ça couvre à l'époque initialement les fleuves internationaux et les lacs internationaux. Alors un fleuve, quand est-ce qu'il devient international? Dans deux hypothèses. Soit parce qu'il est successif, c'est-à-dire qu'il traverse un État après un autre, comme le Nil, soit parce qu'il est contigu, on pourrait aussi dire c'est un fleuve frontière, parce qu'il forme la frontière entre deux États. Dans les deux cas, on a un fleuve international et il n'y a pas de traitement différent en principe. Un lac, il devient international parce qu'il est frontière, c'est un lac contigu, parce qu'il est partagé entre deux, voire plusieurs États. Et on a trouvé un terme générique pour les deux situations, lac et fleuves internationaux, c'est les cours d'eau internationaux. Donc on va réfléchir à codifier le droit. Alors pour ceux, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait du droit international public? Que vous connaissez la Commission du droit international? Donc quelques mots sur la Commission du droit international, c'est un organe de codification de l'ONU. Donc c'est un sous-organe de l'Assemblée générale des Nations Unies qui est chargé par sa 6e commission. La 6e commission de l'Assemblée générale s'occupe des questions juridiques. Donc elle charge la Commission du droit international, on dit aussi CDI, de codifier le droit. Alors, dans les années 1950, la CDI reçoit un mandat pour codifier le droit des cours d'eau internationaux. Vous imaginez, on commence dans les années 1950, c'est la matière la plus controversée qu'on a à l'époque. Seulement la responsabilité internationale fait concurrence à cette problématique qui demande aussi des travaux aussi longtemps. Mais là, on va donc seulement aboutir à un projet en 1992, une quarantaine d'années, pour codifier la matière. Pourquoi de telles difficultés? Alors il y a certains États qui disent, de toute façon, on ne peut pas codifier. C'est un argument qui aujourd'hui est invoqué à propos du gaz et du pétrole. On dit, chaque situation est particulière. Il y a sur chaque frontière, il y a une situation particulière, impossible de trouver des règles générales. C'est un problème qu'il faut traiter au cas par cas, fleuve par fleuve, lac par lac. C'est un argument intéressant parce que c'est l'argument principal qui aujourd'hui fait obstacle à la codification du droit du gaz et du pétrole. Là, actuellement, les États disent pas de codification possible, chaque situation est différente, on ne peut pas codifier. Et il fallait 40 ans pour le surmonter en droit de l'eau. Donc vous voyez, c'est un argument qui était inscrit dans le temps, alors qu'il est réapparaît à propos d'une autre ressource aujourd'hui. Alors, à mon avis, il ne va pas durer non plus. Donc, à mon avis, un jour, il faudra aussi codifier dans le domaine, même si actuellement, c'est bloqué. Donc, on va décider de codifier, et seulement en 1992, on arrive à un projet d'article. Ce projet d'article va faire l'objet d'une discussion à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, et en 1997, on va adopter le plus grand texte codificateur dans le domaine. Alors, normalement, lorsqu'on adopte une convention de codification, il y a deux moyens. On convoque une conférence. C'est ce qu'on faisait dans le passé lorsqu'on avait beaucoup d'argent. On a la convention de Montego Bay, parce que là, on pouvait organiser à la Jamaïque une super conférence avec plein de délégations étatiques. La convention de Vienne sur le droit des traités, on a fait une super conférence à Vienne. Depuis les années 1990, il n'y a plus de sous. À mon avis, il y a des sous, mais il y a la théorie néolibérale qui prétend qu'il n'y a plus de sous pour ce genre de choses. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On ne convoque plus une conférence, on profite, ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs, on profite de l'Assemblée générale des Nations Unies, où de toute façon, toutes les délégations étatiques sont déjà convoquées, et au sein d'une conférence spécifique, on discute la convention au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est pourquoi la convention qui est adoptée en 1997, c'est une convention de New York, parce que une convention toujours identifiée par son lieu d'adoption, par la ville d'adoption, et comme c'est fait à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une convention de New York. Alors c'est normalement, lorsqu'ils négocient de ce genre de convention, les conventions sont adoptées par consensus. Est-ce que vous savez ce que c'est le consensus? Est-ce que c'est la majorité? Est-ce que c'est l'unanimité? Ou c'est quelque chose de différent?
Voilà, est-ce qu'on vote? Parce que lorsqu'il y a une majorité, on vote et on compte. Est-ce qu'il y a une majorité? Oui, mais on compte, puis si la plus grande partie des gens dans la salle sont d'accord, alors c'est adopté. Ça ne marche pas comme ça, c'est qu'il faut qu'il y ait un consensus, il faut que tout le monde ne soit pas en désaccord. Parfait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, lorsqu'on adopte un texte par consensus, on l'adopte sans vote, en constatant qu'il n'y a pas d'objection. Alors que lorsqu'on a un vote à l'unanimité ou à la majorité, selon ce qui est requis, on fait un vote et on compte. On vérifie s'il y a la majorité requise ou s'il y a l'unanimité, s'il faut l'unanimité. Là, le consensus, ça veut dire qu'il n'y a pas de vote et que le président, donc la personne qui préside la négociation, constate qu'il n'y a pas d'objection. Qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'il y a une objection? Dans ce cas-là, on passe au vote. C'est arrivé ici. Normalement, ces conventions de codification à l'ONU sont adoptées par consensus. Ici, la matière était tellement controversée qu'on n'arrivait pas au consensus. C'est-à-dire qu'il y avait des délégations contre, et lorsqu'il y a des délégations contre, il faut voter. Et c'est donc ce qui veut dire que la convention, elle a été adoptée par un vote, et là, les États, ils n'aiment pas trop, parce qu'ils doivent prendre position. Vous savez, le consensus, il est génial devant votre propre opinion publique dans votre pays. Parce que vous pouvez dire, mais il n'y avait personne contre, alors je ne voulais pas tout bloquer. Donc, ça fait passer la pilule. Si vous adoptez une convention qui n'est pas populaire, vous dites, oui, mais elle a été adoptée par consensus, j'aurais été le seul État contre, et ça, je ne voulais pas. En revanche, lorsque vous votez, vous affichez votre couleur. Oui, non ou abstention. Donc vous avez 3 possibilités. Et c'est ce qui est arrivé. Donc la convention a été adoptée par la majorité requise. Et il y avait 3 États qui ont voté contre. C'est d'ailleurs les États qui ont provoqué le vote. Qui? Non, ils se sont abstenus. Ils pratiquent de l'unilatéralisme en matière de changement climatique, mais dans ce domaine, comme ils coopèrent déjà très bien avec le Canada et le Mexique, là, ils ont moins de problèmes en droit international. Voilà, très bien. Donc les Chinois ont voté contre. Ensuite, les Turcs. Donc les Chinois sont le premier État d'amont à propos du Mekong. Les autres grands fleuves, c'est de toute façon des fleuves nationaux, il n'y a pas de situation internationale. Mais à propos du Mekong, ils ne sont d'ailleurs pas dans le système du Mekong, alors qu'ils sont le premier État d'aval. Ensuite, la Turquie a voté contre, c'est le premier État d'aval du Tigre et de l'Euphrate. C'est-à-dire, vous avez toute la Syrie et l'Irak qui dépendent en quelque sorte de la Turquie, parce que c'est du désert, il n'y a que de la civilisation humaine au bord, au rive de ces fleuves. Il y a un troisième État, on ne sait pas, c'est le Burundi. Il n'a jamais pris position pendant 40 ans, jamais il s'est exprimé, et on pense que le délégué s'est trompé de bouton. C'est la seule explication pour ce vote négatif, parce que à propos de la Chine, à propos de la Turquie, pendant 40 ans, il faisait objection persistante. On savait qu'ils étaient contre. Le Burundi n'a jamais pris de parole, et on ne sait pas pourquoi ils ont voté contre. Et ça reste un mystère. Peut-être qu'ils ont signé la convention avec la Chine. Pour dire, si on vote contre. Peut-être. Peut-être, mais bon, de toute façon, ils savaient qu'ils étaient en minorité, donc une voix de plus ou de moins contre, ça n'avait aucun impact. C'est-à-dire que les Chinois achètent beaucoup d'États, par exemple en matière d'environnement, par exemple à propos de l'ivoire, parce que les Chinois sont très intéressés par l'exportation de l'ivoire, et là, c'est d'une manière assez certaine qu'ils achètent certaines délégations africaines à l'intérieur du système de la CITES, qui organise le commerce des animaux sauvages. Mais là, je ne pense pas qu'il y avait une pression chinoise. Voilà, donc on a adopté la Convention de New York, et on peut considérer que la Convention de New York est donc le traité de codification par excellence du droit, ce qu'on appelle désormais, parce que c'est son intitulé, le droit des cours d'eau internationaux. Donc le titre exact, c'est terrible. C'est le droit, convention sur le droit des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Donc modeste titre,
de la Convention. Donc, droit des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Donc, on a exclu la navigation, la problématique de la navigation, mais sinon, toutes les autres problématiques reliées à un cours d'eau sont incluses. Donc, c'est à la fois des problématiques quantitatives et qualitatives. Mais il faut bien analyser les discussions à la lumière des deux dispositions de fond principales. Hein, les articles, il y avait trois articles très controversés. Premier article, d'ailleurs, la Chine et la Turquie, on a provoqué un vote sur l'ensemble de la Convention, et déjà avant, 3 votes sur des dispositions particulières, ce qui est aussi exceptionnel, parce qu'on a voté article par article, et un vote final sur la Convention dans son ensemble. Donc on avait déjà, les Chinois et les Turcs avaient déjà provoqué des votes avant sur des articles particuliers, sur 3. Alors quels étaient ces 3 articles? Le premier, c'était la relation de la Convention de codification avec les autres traités sur l'eau. Donc, est-ce que la Convention de New York prévaut sur d'autres traités? Donc, c'est la relation entre les deux. Et comme c'est une convention cadre, on peut considérer, oui, elle fixe le cadre et les autres traités appliquent ce cadre général à un cours d'eau particulier. Donc là, on a provoqué un vote. Le deuxième vote, c'est à propos du règlement des différends. Parce qu'on a instauré une conciliation obligatoire. C'est-à-dire un État peut saisir un conciliateur, même pas un juge, seulement une conciliation et une enquête. Et les Chinois et les Turcs ne voulaient même pas qu'on enquête en cas de différend. C'est le fameux article 33 de la Convention. Donc là, on a voté aussi. Et l'article qui est le plus intéressant pour nous d'un point de vue des ressources naturelles, c'est l'article, en fait, c'est la relation entre 2 articles. Les articles au cœur du dispositif, l'article 5 et l'article 7. Je vous explique un peu les 2 articles. L'article 5, on pourrait considérer, c'est d'ailleurs clairement une règle coutumière qui est codifiée, c'est la règle de l'utilisation équitable et raisonnable des eaux d'un cours d'eau international. C'est clairement, à mon avis, la règle de base du droit des ressources naturelles partagées. Lorsque vous avez des ressources naturelles partagées entre 2 ou plusieurs États, quelle est la règle de base qu'on applique? L'utilisation équitable et raisonnable. C'est un amalgame entre la théorie de la civil law et de la common law. Vous savez, le civil law, il préfère de réglementer tout en détail par des lois, en laissant très peu de marge au juge, alors que la common law préfère laisser une plus grande marge au juge. Donc la common law adore des termes flexibles. Nous, je dis nous, en Europe continentale, vis-à-vis des Anglais, on est plutôt critique. On n'est pas à laisser une liberté au juge, on ne fait pas confiance au juge. Mais on fait confiance au législateur. C'est une perception, je ne sais pas si elle est bonne, mais c'est la perception de la civil law. Non? Donc, on a dit, ici, on a introduit des termes flexibles. Qu'est-ce que c'est équitable? Qu'est-ce que c'est raisonnable? Finalement, lorsque vous introduisez dans une norme des termes comme ça, vous laissez une marge d'interprétation, soit par les États qui l'appliquent, soit par un conciliateur, soit un juge, si jamais un juge est saisi. Donc, on aurait pu dire, oui, mais on partage 50-50, chacun la moitié s'il y a 2 États. Non, ça c'est équitable. On aurait pu dire 50-50 ou au proportionnel, s'il y en a 3, chacun 33%, un truc comme ça. Ça c'est précis, ça c'est la technique précise. On donne des chiffres, des seuils exacts. Non, mais on a dit équitable. D'ailleurs, je pense que des chiffres exacts, c'est difficile dans ce domaine. Non? Donc on a dit équitable et raisonnable. Donc ça c'est clair. Et ensuite, l'article 6, c'est tout de suite l'article qui suit, l'article 5, il donne une liste de facteurs indicatifs, donc non exhaustifs, il donne une liste indicative de facteurs qui sont à prendre en compte pour que l'utilisation soit équitable. Concrètement, c'est la technique de la balance. Donc vous faites une balance, vous mettez les différents facteurs dans la balance, et ensuite on décide du côté duquel la balance penche, là, ça c'est équitable. Alors parmi les facteurs, on trouve essentiellement des facteurs socio-économiques.
C'est-à-dire, on peut, une utilisation équitable entre les eaux d'un fleuve international, ça sert par exemple pour créer des richesses économiques, pour créer des emplois. Alors que le côté écologique, donc c'est la protection de la nature pour sa valeur intrinsèque, est quasiment absent dans cet article. Donc on pourrait dire, ça c'est pas du tout un article environnemental, c'est un article qui relève purement d'une logique de partage de ressources naturelles partagées. C'est-à-dire l'environnement joue un rôle, mais il est un facteur parmi d'autres qu'on met en balance. Maintenant, il y a l'article 7. Donc, l'article 5 et 6 concernent l'utilisation équitable. Maintenant, il y a l'article 7. Ça, c'est le principe fondamental du droit international de l'environnement. Donc, il est opposé, diamétralement opposé, à un principe qu'on trouve en droit des ressources partagées. Que dit l'article 7? Il dit un État n'a pas le droit de causer un dommage significatif aux ressources en eau d'un autre État. Pas de dommage significatif. Donc ce n'est pas purement qualitatif, ça peut être aussi quantitatif. Mais l'objectif sous-jacent, c'est par excellence un principe, d'ailleurs coutumier, du droit international de l'environnement. Il a été dégagé d'une sentence arbitrale en 1941, rendue dans l'affaire de la fonderie de Trail. C'est une affaire qui oppose le Canada aux États-Unis. Donc il y a l'affaire la fonderie de Trail qui est située en Colombie-Britannique, donc c'est une ville, Trail, non? Il y a une usine, une fonderie qui pollue par une pollution atmosphérique les États-Unis. Il y a des retombées chimiques sur les champs des agriculteurs américains qui ont toute leur récolte détruite parce qu'elle est toxique. Donc et dans cette affaire, les deux États, le Canada et les États-Unis, ont saisi un juge international, un arbitre, et l'arbitre il a dit il y a un principe coutumier en droit international, et là c'est une affaire environnementale. De nouveau, avant la naissance du droit de l'environnement, dans les années 1930. Donc le juge, il a dit, il y a un principe en droit international qui interdit à un État de causer un dommage significatif au territoire d'un autre État. Et en l'occurrence, le Canada a engagé sa responsabilité internationale parce qu'il a violé ce principe. Il a causé un dommage significatif à l'autre État. Là, de nouveau, le compromis était le terme significatif. Ça, c'est de nouveau un terme imprécis. On ne dit pas tel seuil de pollution, tel tant de milligrammes de plomb ou de mercure sont interdits. Non, significatif. Ce qui veut dire que, de nouveau, il faudra interpréter au cas par cas ce qui est significatif. Donc, un dommage insignificatif ou non significatif, il n'engage pas la responsabilité, il n'est pas interdit par le droit international. Il faut qu'il soit significatif, et ça, c'est une appréciation au cas par cas. Alors, le grand problème, c'est maintenant l'opposition des deux principes. Vous avez d'un côté le principe des ressources naturelles partagées, qui est l'utilisation équitable. Vous avez de l'autre côté un grand principe, les deux ont la même valeur coutumière. L'autre, le grand principe du droit international de l'environnement, qui interdit de causer un dommage significatif. Et les discussions pendant une vingtaine d'années au sein de la CEDI étaient la relation entre les deux. Quelles règles priment sur l'autre? Donc c'était, parce que les deux règles peuvent se contredire. Alors laquelle prime? Est-ce que si je fais primer l'article 7, donc l'interdiction de causer un dommage significatif, ça pourrait admettre un usage inéquitable dans le cas où j'ai un dommage significatif. Donc si la pollution est trop grande, c'est en quelque sorte automatiquement inéquitable, et ça évince en quelque sorte la règle de l'utilisation équitable. Ou à l'inverse, je donne la primauté à l'article 5, qui est la règle de l'utilisation équitable. Dans ce cas-là, l'environnement est un facteur parmi d'autres, et donc subordonné à la balance. Et si dans un cas donné, les intérêts socio-économiques sont plus grands, ils priment sur les intérêts écologiques et évincent en quelque sorte l'article 7. Donc on admettrait dans ce cas-là un dommage significatif. Alors le compromis qu'on a finalement trouvé, vous savez, on a discuté comme souvent dans ces discussions jusqu'à la dernière heure. Donc les négociateurs,
partout, surtout à l'ONU. Lorsqu'on n'arrive pas à un résultat, qu'est-ce qu'on fait? Le président qui préside donc les négociations, il donne plus de pauses, plus de café, et on discute tard dans la nuit. Et à un moment donné, on craque, parce qu'on est trop fatigué, et 4 heures la nuit, en général, ça s'arrête, et on trouve un compromis. Donc là, on a trouvé un compromis à 4 heures la nuit, alors que la conférence était censée de se terminer la veille, hein, le soir la veille. Donc on a ajouté une journée et demie en quelque sorte. Tout le monde était épuisé, on a trouvé un compromis. Et finalement, moi c'est une opinion personnelle en tant qu'environnementaliste, c'est l'article 5 qui prime. Donc c'est le principe de l'utilisation équitable qui prime. Et d'ailleurs, dans une affaire importante, la même année, la convention a été adoptée au mois de mars 1997 et au mois de septembre de la même année intervient un arrêt de la Cour internationale de justice sur lequel on va revenir tout à l'heure. La Cour internationale de justice confirme cette position. Donc là, que la règle de l'utilisation équitable prévaut sur le dommage significatif. Qu'est-ce que cela veut dire donc? Lorsque je suis dans un domaine purement environnemental, pollution de l'air, c'est clairement la règle environnementale qui prévaut. Je n'ai pas le droit de polluer l'air de mon État voisin à faire de la fonderie du trail. En revanche, de l'autre côté, si j'ai une ressource naturelle où le lien avec l'environnement est faible, le pétrole, le gaz peut causer un dommage à l'environnement, mais en général, c'est seulement un risque, ce n'est pas systématique. Dans ce cas-là, c'est l'article de l'utilisation équitable qui prévaut. Mais lorsque j'ai un problème ou un domaine à cheval, comme l'eau, qui relève donc de deux ensembles, c'est au milieu de deux ensembles, dans ce cas-là, c'est la règle de l'utilisation équitable qui prime, hein, et pas la règle environnementale. Donc ça, c'était le plus grand enjeu qu'on va retrouver à propos des aquifères aussi. Donc on va consacrer la même règle d'ailleurs à propos des aquifères. Je vais proposer maintenant quelques analyses jurisprudentielles, mais pour l'instant, est-ce que vous avez des questions? Dans ce cas-là, je vous propose quelques solutions jurisprudentielles. Vous savez que la jurisprudence internationale est extrêmement rare dans le domaine parce que les États n'aiment pas être déclarés coupables, donc avoir violé le droit international par un juge international. Donc la plupart des différends se règlent sur le plan diplomatique qui est secret. Donc nous, les juristes universitaires, on ne sait rien. Et si on sait quelque chose, c'est confidentiel si on était dedans, donc on n'a pas le droit de le promulguer. Ce qui veut dire qu'un arrêt ou une sentence arbitrale, c'est en général c'est public, et ça, les États n'aiment pas trop. Ce qui fait que les juges, d'ailleurs, pour saisir un juge international, c'est facultatif, il faut que les deux États soient d'accord. Donc c'est extrêmement rare. Alors vous avez, je dirais, deux grandes affaires qui intéressent un partage de ressources aquatiques devant donc, un juge international. La première affaire, elle a lieu en 1957. C'est ce qu'on appelle l'affaire du lac Lanou. Le lac Lanou, donc c'est une affaire qui oppose la France et l'Espagne. Et c'est une rivière où le lac Lanou est situé dans les Pyrénées. C'est une chaîne de montagnes qui sépare l'Espagne et la France. Alors le lac Lanou, il y a une rivière qui part du lac Lanou, et là, l'entreprise d'électricité en France, EDF, donc Électricité de France, a décidé de construire un barrage hydroélectrique. Et à cette fin, elle a dérivé une rivière qui normalement coulait vers l'Espagne. Donc vous avez vous voyez tous lorsque donc vous avez voilà, vous avez la France là, vous avez les Pyrénées là, hein, et vous avez la péninsule ibérique, vous avez là. Donc
là, c'est une chaîne de montagnes qui, ça c'est la France, ça c'est l'Espagne. Donc, le lac Lanou, il est là. Donc, vous avez une rivière qui part là et qui, normalement, ici, il y a le fleuve qui s'appelle Èbre, hein, le fleuve Èbre en Espagne. Ici, il y a un fleuve qui s'appelle Garonne. Alors, normalement, cette rivière coulait vers le bassin du fleuve Èbre en Espagne. La dérivation pour alimenter les turbines a fait que la rivière a été dérivée et désormais elle coulait dans le bassin de la Garonne. Dans les années 1950, la France et l'Espagne étaient des ennemis. Pourquoi en Espagne, il y avait Franco, un dictateur fasciste, et en France, il y avait un régime démocratique, donc ce n'étaient pas des amis. Aujourd'hui, ce genre de problème serait résolu différemment. Mais quand même, ils ont saisi le juge. Hein. C'est quand même considérable. Donc ils ont saisi le juge et les Espagnols se sont plaints qu'on les a privés d'eau. En somme, c'était des petites quantités d'eau, parce que c'est une toute petite rivière. Mais la décision, elle est fondamentale pour le droit international, parce qu'elle s'applique également à des grandes rivières. Non? Alors, les juges dans cette affaire ont dit qu'un État n'a pas le droit de priver un autre État de l'écoulement naturel des eaux. Donc, les arbitres ont déclaré que la France a violé une règle internationale qui doit permettre l'écoulement naturel des eaux. Et la Cour arbitrale a estimé que c'est une règle coutumière. Vous savez que les arbitres n'ont pas la même autorité que la Cour internationale de justice. Formellement, c'est le même niveau. Hein, donc, un arbitrage, c'est la jurisprudence internationale et la Cour internationale de justice aussi. Mais bon, la portée elle est légèrement plus faible parce que la Cour internationale de justice ne se réfère pas automatiquement à un arbitrage, elle peut le faire, mais elle se réfère toujours à sa propre jurisprudence. Malgré tout, ici, on a un constat par un arbitre qui est très intéressant, qui dit on ne peut pas dériver une rivière. Alors, ils ont obligé la France de restituer la même quantité d'eau à l'Espagne. Alors, au lieu de démolir le barrage, la France, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une autre rivière à quelques kilomètres qui naturellement s'écoulait dans la Garonne et l'a dérivée vers l'Espagne. Donc, la Cour a dit qu'il faut restituer la même qualité, la même quantité, et dans un obiter dictum, elle a dit la même qualité. Ça, c'est intéressant pour les environnementalistes. C'est un obiter dictum, ce n'était pas dans l'affaire. Hein, donc, il n'y a aucun enjeu en matière de qualité. Mais les juges, quand même, d'une manière assez prévoyante, hein, en 1957, ont dit non, il faut également la même quantité et la même qualité. Donc ça, c'est, à mon avis, une jurisprudence extrêmement intéressante. Donc ça, c'est le premier arrêt. Et ensuite, exactement 40 ans plus tard, on a l'affaire Gatchikovo-Nadjimaros. Je vais effacer ça. Donc c'est un arrêt qui a été rendu en 1997, au mois de septembre, comme je vous ai déjà dit, donc quelques mois après l'adoption de la Convention de New York. Donc ça s'appelle Gatchikovo. Ça, c'est une ville en Slovaquie. Donc là, il y a un accent comme ça. Nagymaros. Ça, c'est une ville hongroise. À l'époque, je faisais ma thèse et mon directeur de thèse, Alexandre Kiss, qui était d'origine hongroise, il défendait dans cette affaire la Hongrie, et comme thésard, j'ai assisté beaucoup, donc j'ai suivi cette affaire de manière assez proche. Alors, ça concerne le Danube. Vous avez le Danube. Le Danube, donc ici, il y a la Slovaquie, là, il y a la Hongrie, et là, il y a un petit morceau de territoire. Donc il y a ici un petit morceau de territoire qui appartient également à la Slovénie. Donc on peut dire ici le fleuve, c'est un fleuve frontière. Là, il devient successif un petit moment et là, il redevient frontière.
Donc il y a Nagymaros, qui est, excusez-moi, Elena, excusez-moi, et Gabčíkovo, qui est donc du côté hongrois, qui est là. Alors le projet était de dériver les eaux du Danube dans un chenal parallèle, d'alimenter des turbines ici, de relâcher les eaux au régime de pointe, ça veut dire 2 fois par jour, aux heures de pointe de consommation de l'énergie, le matin lorsque tout le monde se lève, et le soir lorsque tout le monde regarde la télé. Donc dans ce cas-là, on relâche l'eau et on produit de l'énergie. Alors là, les deux États ont conclu un traité en 1977. C'était à l'époque communiste, lorsque les deux États faisaient encore partie du bloc communiste. Vous savez, les régimes communistes s'en foutaient complètement de la protection de l'environnement. C'était d'ailleurs la période des régimes démesurés, du barrage d'Aswan, donc où on pensait qu'il fallait des projets gigantesques. Donc là, on a décidé, dans un traité international de 1977, d'ailleurs entre la Tchécoslovaquie, à l'époque, les deux États ne s'étaient pas encore séparés, ensuite c'est devenu la République tchèque et la Slovaquie, donc c'est la partie de la Slovaquie qui est concernée. Donc vous avez un traité qui dit qu'il faut construire ce barrage qui est appelé d'après les deux villes, entre Gabčíkovo et Nagymaros. Et à l'époque, il n'y avait pas d'argent, pas de sous, régime communiste, crise, etc., pas de sous, pas de barrage. Arrive la chute du mur de Berlin et tout le changement des régimes en Europe de l'Est. La Hongrie, au moment du litige, là en Hongrie, on a un gouvernement plutôt démocratique qui est allié en coalition avec un mouvement écologiste. Donc il y a des écologistes qui sont dans la coalition au gouvernement. Et en Slovaquie, en revanche, on a un régime post-communiste, donc quelqu'un qui est encore dans l'idéologie communiste. Alors, les uns disent, et là, à ce moment-là, il y a des sous. Dans les années 1990, il y a des sous. On peut réaliser le barrage. Alors, les Slovaques disent, on va réaliser le projet. Les Hongrois, ils disent, mais on a décidé ça à une période, lorsqu'on n'a pas pris en compte les effets sur l'environnement, c'est un désastre, donc il faut revoir ça. Pourquoi? Parce que si vous faites un régime de pointe, donc ça c'est une rivière, c'est une coupe d'un lit d'une rivière. Le lit de la rivière, la superficie de la rivière, alimente une nappe phréatique. C'est-à-dire, ici dans la terre, il y a une nappe phréatique. Maintenant, si vous allez enlever l'eau du Danube, ou une grande partie de l'eau du Danube, il n'y a plus d'infiltration de l'eau. Et si vous avez ici un arbre, les arbres ont les racines dans les régions alluviales, ont les racines dans la nappe phréatique. Les saules aiment bien les pieds dans l'eau. Donc là, si maintenant vous baissez l'eau, la nappe phréatique, elle baisse aussi, et toutes les plantes, donc toute la végétation alluviale va mourir, parce que c'est trop sec. Alors si maintenant vous enlevez l'eau du Danube ici, ça cause un désastre écologique, donc ça va faire disparaître toute la végétation alluviale dans la partie où on a dérivé. Donc là, on va rejeter l'eau dans le Danube, là. Donc là, le Danube coule normalement, là aussi, mais là, il y a le chenal parallèle. Dans le chenal parallèle, encore pire, régime de pointe, on lâche l'eau 2 fois par jour, ça veut dire que la terre sèche entre-temps. Si vous lâchez l'eau, il n'y a pas d'infiltration 2 fois par jour, l'eau coule très vite, il n'y a pas de temps pour l'infiltration. Donc il n'y a plus aucune infiltration, même pas grâce au chenal parallèle. Donc on aurait détruit toute cette zone alluviale. Et d'ailleurs, c'était près de Budapest, qui est la capitale de la Hongrie. Ils ont des forages d'eau potable. Donc les forages d'eau potable puisent de l'eau dans la nappe phréatique. Si vous baissez la nappe phréatique, il aurait fallu forer plus profondément, et c'est coûteux. Donc il y avait aussi des travaux de forage pour accéder plus profondément aux eaux souterraines.
Donc, la Cour internationale de justice était embêtée parce que les Slovaques disaient pacta sunt servanda. Donc, c'est la règle sacrée du droit international. Il faut respecter ses engagements. Franz Kelsen, un grand théoricien, c'est même la règle à l'origine de tout système juridique. Probablement, le droit, il est né à propos de la règle, il faut respecter son engagement. C'est probablement l'origine du droit tout court. Alors, la Cour ne pouvait pas écarter, il y avait un traité, et il fallait le respecter. Sauf s'il y a accordé d'eux. Mais les Slovaques voulaient réaliser le barrage. Les Hongrois, ils disent, mais il y a des circonstances exceptionnelles, c'est ce qu'on appelle la règle rebus sic stantibus, en droit international, changement fondamental des circonstances pour des motifs environnementaux. Donc la Cour était là dans un conflit, comme elle doit fournir des clients, comme la justice internationale elle est facultative, elle doit toujours satisfaire les deux. C'est pas comme un juge interne qui peut vraiment décider ce qu'il veut, sauf qu'il y a aussi des pressions en droit interne parfois. Mais le juge c'est encore pire, parce que c'est la justice facultative. S'il est trop méchant avec les États, il n'y a plus de clients, il n'y a plus d'États qui vont à la Cour internationale de justice. Donc le juge international, il est toujours très salomonique, il trouve toujours des arrêts qui peuvent satisfaire les deux. Alors, entre-temps, qu'est-ce que la Hongrie a fait? À Gabčíkovo, elle a dérivé les eaux sur son territoire, là, et elle a construit un barrage ici, sur son territoire, juste derrière la frontière. C'est pour ça que c'est important que ce petit morceau de terre appartient à la Slovaquie. Donc, elle a réalisé le barrage unilatéralement, en puisant les eaux juste au moment où elles entrent, où des deux côtés des rives il y a la Slovaquie, et les a relâchées jusque après. Et ça a abaissé la nappe phréatique, ça a détruit toute la végétation alluviale ici, et ça a aussi eu des effets sur la Hongrie, de l'assèchement, même si c'était après la frontière, ça avait des effets aussi énormes en Hongrie. Donc la Cour, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'il y a des violations croisées. Les deux États ont violé le droit international. Elle dit d'abord, la Hongrie a violé le droit international parce qu'elle n'a pas réalisé le traité de 1977. Elle a violé la règle pacta sunt servanda. Ça, la Cour devait le dire, sinon elle met en cause tout le droit international. Et ensuite, elle dit, en revanche, il y a l'équivalent, une violation du côté slovaque aussi. Et là, on revient dans notre propos, elle applique la règle de l'utilisation équitable et raisonnable. Cette règle coutumière qu'on a déjà vue tout à l'heure à propos des ressources partagées. Elle dit, le fait que, parce que tout à l'heure on avait dit équitable, c'est flou, mais là on a la première précision jurisprudentielle, elle dit, le fait d'extraire dans un fleuve partagé par deux États, d'extraire 80% à son propre profit, ce qui a été fait en l'occurrence par la Slovaquie, c'est inéquitable. Donc vous voyez, on a une précision. Probablement, raisonnablement, on peut supposer, lorsqu'il y a deux États, un partage 50-50, c'est équitable, probablement, non 100% et 0%, c'est inéquitable. Mais à l'intérieur, on ne savait pas. Et maintenant, on sait 80%, 20%, c'est inéquitable. Plus de 80% aussi. Maintenant, il faut attendre une autre jurisprudence pour savoir qu'est-ce qu'il y a entre, je ne sais pas, 51% et 79%. Non, là, on ne sait pas. 60. Donc, il faudra attendre maintenant la jurisprudence. Mais on sait 80%, mais on est en présence de deux États. On n'est pas en présence d'autres États. Pour un lac qui est partagé entre plusieurs États, plus que deux, la règle elle est probablement différente. Mais dans les cas d'espèce, c'était inéquitable. Et d'ailleurs, elle a condamné la Slovaquie elle ne devait pas démolir le barrage qui a été déjà proposé. Elle a dit, soit vous relâchez plus d'eau dans le Danube, produisez moins d'électricité, soit vous partagez les bénéfices de l'électricité produite avec la Hongrie. Ça, pour moi, en tant qu'environnementaliste, ça prouve que ce n'est pas une règle écologique. La Cour dit, bon, vous pouvez continuer à détruire tout le Danube dans cette région si vous partagez l'électricité qui a été extraite grâce à cette activité. En revanche, la seule concession environnementale que la Cour a faite, elle a interdit le régime de pointe.
Elle a dit il faut désormais fonctionner au fil de l'eau. Le régime de fil de l'eau, ça veut dire que l'eau coule en permanence, ça produit de l'énergie en permanence, 24 heures sur 24. Donc ça peut servir à alimenter le réseau en électricité en permanence, mais il n'y a plus aucune utilité pour les périodes de pointe, parce que ça fonctionne en permanence. En revanche, il y a ici un avantage. Pourquoi? Parce que c'est écologiquement, il y a maintenant de nouveau des infiltrations qui sont possibles. Donc il y a une restitution de la nappe phréatique et c'est avantageux pour l'environnement. Voilà, donc ça c'est la phase, je dirais, c'est la réglementation la plus importante, l'arrêt le plus important en matière de ressources naturelles. Il est rendu ici à propos des ressources dans nous tous, mais probablement on peut l'extrapoler également à d'autres ressources partagées. Quoi qu'il en soit, la règle de l'utilisation équitable, ça c'est assez évident. Voilà, donc j'ai terminé mon premier grand point. Il me reste les deux petits points, quelques mots sur le droit des aquifères et quelques mots sur l'hydroénergie. Mais là, j'ai déjà couvert un grand aspect de l'hydroénergie parce qu'on a vu les problèmes se sont posés à propos de l'énergie, à propos de la production d'énergie. Donc là, vous avez un lien très fort entre ressources naturelles et production en énergie, dans les deux affaires, Lac Lanou et Afagachi Kavunajinalos. Est-ce que pour l'instant, vous avez des questions? J'ai encore pour un quart d'heure. Après, on fait une pause. Je ne sais pas, vous voyez. C'est dans ce jugement-là qui ont interdit l'eau de pointe? Donc, dans ce jugement, on a dit, la Cour, elle n'a pas prescrit la démolition du barrage, mais elle a interdit le régime de pointe. Elle a dit, désormais, on peut garder le barrage, mais il doit fonctionner au fil de l'eau. D'autres questions? Donc, quelques mots sur le droit des aquifères. Ici, Oui, pardon. sur la convention des cours internationaux, si la majorité des États avaient voté et qu'il y a eu seulement une abstention et 3 non, pourquoi la convention n'a pas été ratifiée très tôt? Et c'est seulement le 17 août dernier qu'elle a été ratifiée. Donc ça, c'est un problème de droit international des traités. Alors, un traité, il est négocié. Après, il est adopté. Ça ne veut pas dire qu'il entre en vigueur. Il est adopté. Adopté, ça veut dire qu'on arrête un texte définitif. Et ça, c'est ce qui a été fait à New York. On a arrêté un texte. La majorité des États a voté pour. Il y en a qui se sont abstenus et 3 qui ont voté contre dans le vote final. Là, on a seulement arrêté le texte, c'est-à-dire on a arrêté les négociations. Ce texte n'a pas de valeur juridique. Il a un effet minimum, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir à son encontre. C'est-à-dire qu'il faut agir de bonne foi à l'égard de ces traités, mais sans devoir l'appliquer. C'est difficile à comprendre, mais je vous donne un exemple concret. À propos du protocole de Kyoto, le président Clinton, lorsque le protocole de Kyoto a été adopté en 1997, le président Clinton, américain de l'époque, avait signé, donc adopté, ça coïncide avec la date de la signature, lorsqu'on arrête le texte, les États-Unis avaient signé. Ça veut pas dire que le texte est obligatoire. Le président Bush, lorsqu'il a très tôt, en 1998, il a remporté les élections, il a retiré la signature américaine. Alors pourquoi, quel intérêt de retirer la signature? Parce que dans les deux cas, il ne faut pas appliquer le protocole de Kyoto. Ça lui permet de mettre la pression sur d'autres États de ne pas ratifier. Donc l'adoption de la signature, ça veut seulement dire qu'on ne peut pas faire la propagande contre le traité, mais il ne faut pas le respecter. C'est-à-dire, l'Amérique, après avoir retiré sa signature, elle a fait de la pression sur d'autres États, au moyen de sa politique de développement, avec les moyens, des transferts, etc. Ils ont dit, vous ne ratifiez pas le protocole de Kyoto, sinon il n'y a plus de subventions. Et c'est conforme au droit international si vous n'avez pas signé ou adopté. Si vous avez signé, vous ne pouvez pas faire ça. Clinton, autre exemple, même situation, Clinton-Bush, ils ont ratifié le statut de la Cour pénale internationale qui a instauré à La Haye. Clinton, il a signé,
Bush, il a retiré la signature. Le problème dans ce statut, vous pouvez poursuivre un soldat américain s'il commet un crime contre l'humanité sur le territoire d'un État qui a ratifié, par exemple en Irak, par exemple en Syrie. Donc si l'Irak ratifie, un soldat américain commet un crime contre l'humanité, l'Irak peut transférer le criminel de guerre, le soldat américain, à La Haye. Alors les États-Unis ne voulaient pas, les États-Unis de Bush, parce que Clinton les voulait, les États-Unis de Bush. Alors il a retiré la signature, il a dit aux États, tous les États, si vous ratifiez le texte, plus de subventions, plus de transferts en matière de développement. Mais c'est conforme au droit. Donc il faut savoir que la signature, l'adoption d'un traité, n'engage pas les États. C'est une deuxième étape qui s'appelle ratification. Lorsque les États ratifient un traité, il entre en vigueur. Or, la Convention de New York est entrée en vigueur en août dernier, 2014. Donc, ça a été adopté en mars 1997. Il fallait 35 ratifications pour que la Convention entre en vigueur. Et le 35e État a ratifié seulement au mois d'août dernier. Donc la Convention est seulement entrée en vigueur depuis août dernier. Parce qu'il y a désormais 35 États qui étaient la condition pour son entrée en vigueur. Donc vous voyez, le vote, le seul enjeu était d'arrêter le texte. Et d'ailleurs, la Turquie, je ne sais pas si vous connaissez en droit international la théorie de l'objection persistante. On considère qu'une règle coutumière se forme à l'égard de tous les États, sauf si l'État fait de l'objection persistante. Donc un État peut affirmer en permanence qu'il considère que pour lui, ça, c'est pas une règle coutumière. C'est une exception terrible, mais efficace, contre la formation d'une coutume, mais seulement à l'égard de l'État qui fait l'objection. Or, la Turquie, elle était opposée à la Convention, au principe de l'utilisation équitable, par exemple. La Turquie était opposée dans le cadre de la Convention de New York. Pendant 40 ans, tous les mois, elle a dit, moi que je considère, 40 ans, moi je considère, c'est pas une règle coutumière. Elle a fait l'objection persistante. Et son vote contre, elle savait qu'elle pouvait pas empêcher l'adoption de la Convention, qu'il y avait une majorité écrasante. Mais le but de la Chine et de la Turquie, c'était d'objecter pour éviter que ces règles soient appliquées à leur encontre. Parce qu'aujourd'hui, la Convention, elle est entrée en vigueur. La Convention s'applique aux États qui l'ont ratifiée. Mais certaines de ces dispositions ont valeur coutumière. Même pour les États qui ne l'ont pas ratifiée, le principe de l'utilisation équitable, il vaut pour tous les États du monde. Sauf en matière d'eau, pour la Turquie et la Chine, parce qu'ils ont fait objection persistante. Donc vous voyez, le vote servait exclusivement à ça, à empêcher qu'une règle coutumière se forme à l'encontre de la Turquie ou de la Chine. Et c'est très intéressant parce que la Turquie, dans ses relations réelles avec la Syrie et l'Irak, respecte cette règle. Par exemple, elle exporte des eaux, la Turquie, vers la partie turque de Chypre. Vous savez, Chypre s'est divisé, il y a une partie qui est seulement reconnue par la Turquie et par aucun autre État du monde. Donc ils ont beaucoup de problèmes d'eau et la Turquie les alimente en eau par des grands bateaux. Alors lorsqu'ils prennent cette eau, ils prennent cette eau de fleuves purement internes et jamais du Tigre et de l'Euphrate. Si la Turquie s'en foutait vraiment de cette règle, elle pourrait prendre les eaux dans le Tigre et de l'Euphrate. C'est pour ça que l'objection elle est importante de la part de la Turquie parce qu'elle agit conformément à cette coutume, mais elle est opposée. Donc il était très important pour la Turquie de dire tout le temps, moi je suis contre. Parce que sinon on aurait dit, vous n'étiez pas contre, de toute façon vous agissez en respectant la coutume, elle s'applique à vous aussi. Et la Turquie ne veut pas, pour du Tigre et de l'Euphrate. Pour l'instant, ça n'a jamais posé de problème, mais probablement elle veut se conserver une possibilité d'action dans le futur pour refuser ce partage équitable. D'autres questions? Donc quelques mots sur le droit des aquifères. Donc, lorsque on s'intéresse à la protection des ressources en eau, il faut définir ce qu'on entend par ressources en eau douce, ou de manière plus brève, qu'est-ce que c'est de l'eau douce? Alors ce qui est juridiquement réglementé, c'est les eaux douces contenues dans un fleuve. Alors ce qui est
réglementé juridiquement au niveau international. Hein. Je ne parle pas du droit interne canadien ou autre, en droit international. C'est les fleuves internationaux, les lacs internationaux, et ce qu'a fait aussi la Convention de New York, elle a également inclus dans le concept juridique de cours d'eau international les eaux souterraines reliées à un cours d'eau. Donc exactement cette situation-là. On avait dit un fleuve, à côté de chaque fleuve, il y a une grande nappe phréatique qui est alimentée par des infiltrations à partir de la rivière. Donc dans le concept de cours d'eau, entrent également les eaux souterraines reliées à un cours d'eau superficiel. Donc le système des grands lacs et des fleuves qui sortent du système des grands lacs est couvert par ce concept. On parle dans ce cas-là de système de cours d'eau. La grande discussion, oui ça c'est peut-être encore important pour comprendre les aquifères, la grande discussion conceptuelle, c'est l'opposition entre bassin. Est-ce que le concept de bassin est consacré juridiquement ou du système d'eau? La Convention de New York consacre le principe de système d'eau. Qu'est-ce que cela veut dire? Le système d'eau ne couvre que les eaux. Le système bassin couvre également des territoires qui sont délimités par les lignes de partage qui séparent les fleuves. Une ligne de partage, c'est lorsque je prends une goutte d'eau, une goutte de pluie qui tombe, après je regarde vers où elle ruisselle, vers quelle rivière. Et comme ça, je départage les bassins. Alors si je prends le concept de bassin, ça couvre en quelque sorte le contenu, c'est l'eau, mais aussi le conteneur. Conteneur, c'est-à-dire c'est les terres, le lit du fleuve, les terres dans lesquelles ruissellent les eaux souterraines qui entrent là-dedans. Le Brésil, le résultat pour le Brésil aurait été que 80% de son territoire serait tombé dans le champ d'application de la Convention de New York à cause de l'Amazon. Alors, des États comme le Brésil ont dit non, pas question de consacrer le concept de bassin, on veut le concept de système de cours d'eau. Ça ne couvre pas les terres et le lit du fleuve, donc dans lequel évoluent les eaux, mais seulement les eaux en tant que telles. Alors pour les aquifères, la même discussion est apparue. Donc je reviens, qu'est-ce qu'il est réglementé en droit international? Les fleuves, les lacs, les eaux souterraines reliées au cours d'eau, donc un lac ou un fleuve international. Qu'est-ce qui n'est pas réglementé? C'est les autres eaux souterraines. C'est-à-dire vous avez, notamment en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud, vous avez des réservoirs énormes d'eau souterraine qui sont directement alimentés par la superficie, par les précipitations, sans être alimentés par un cours d'eau. Et là, la parenté avec un gisement de gaz ou de pétrole est très proche. Parce que c'est des nappes souterraines, notamment en Afrique du Nord, en Algérie, avec l'Égypte, la Libye. Là, vous avez des nappes énormes. Apparemment, c'est le désert, mais si vous creusez, il y a de l'eau en dessous. Parce que c'est suffisamment profond pour qu'il n'y a pas beaucoup d'évaporation, donc il y a quand même de l'eau qui est en dessous. Alors, qu'est-ce qui n'est pas réglementé? C'est justement, c'est ce qu'on appelle donc les aquifères, c'est des réservoirs d'eau souterraine qui ne sont pas reliés à un cours d'eau. Parce que les eaux souterraines reliées à un cours d'eau sont couvertes par la Convention de New York. Ce qui n'est pas réglementé, c'est les glaces. Or, la plus grande partie des eaux douces dans le monde, c'est des glaces. La glace, elle est toujours de l'eau douce, parce que même si c'est dans les océans, il y a seulement de l'eau douce qui peut geler. Notre terre ne fait pas geler de l'eau salée. Donc c'est toujours de l'eau douce. Alors où est-ce que vous avez des glaces? Au pôle, nord et sud, les glaciers dans la montagne. Et ce n'est pas réglementé, c'est quelque chose à faire. Les icebergs. Les icebergs sont une ressource naturelle qui n'est pas réglementée pour l'instant. L'Arabie Saoudite remorque actuellement des icebergs. Eux, ils n'ont pas de problème d'énergie pour les transports. Ils remorquent. Chez eux, l'eau est plus chère que le pétrole, donc ils remorquent les icebergs. Les icebergs arrivent, un gros morceau arrive, même si ça traverse des eaux chaudes, un gros morceau arrive chez eux, ils l'utilisent à des fins d'irrigation. La qualité n'est pas très bonne, mais c'est bon pour l'irrigation. Donc, quelque chose qu'il faudra réglementer,
c'est le statut juridique des icebergs qu'on peut considérer comme une ressource naturelle, mais c'est hors droit pour l'instant. Dernier aspect, c'est les eaux atmosphériques. Les eaux atmosphériques ne sont pas juridiquement réglementées actuellement en droit international sous l'angle quantitatif, seulement qualitatif, contre la pollution. On protège l'atmosphère contre la pollution, mais pas la gestion en tant que ressource. Or, aujourd'hui, les Chinois le font d'une manière assez systématique maintenant. Ils provoquent la pluie à partir de nuages. Donc, vous envoyez des fusées en hydrogène et vous provoquez une pluie. Imaginez que vous avez deux états arides. Il y a un nuage au-dessus d'un, et le vent va le pousser vers l'autre. Mais maintenant, le premier état, il enrichit le nuage et la pluie tombe là. Et l'autre, il n'a plus rien. On a un même problème de ressources partagées comme pour le fleuve, avec état d'amont, état d'aval, on a exactement le même problème. C'est pour l'instant au stade de l'expérimentation, la provocation, la pluie artificielle ne marche pas toujours, mais si la technologie avance, ça va poser un problème énorme de gestion et il faudra adopter des règles. Une utilisation équitable, probablement, sera également applicable dans ce domaine-là. Alors, ce qui n'est pas réglé pour l'instant, donc c'est les nuages, donc les eaux atmosphériques d'une manière générale. Ce qui n'est pas réglé, c'est les glaces, sauf si elles sont reliées à un cours d'eau. Donc la Convention de New York couvre les glaciers qui alimentent un cours d'eau international, et pas les autres. Donc là, on a un problème. Et là où est intervenue une réglementation, c'est les aquifères. Donc la CDI a reçu un mandat pour codifier la matière. Et c'est là où j'ai assisté. C'était extrêmement intéressant parce qu'on a travaillé. Donc, je n'étais pas à la Commission de droit international, bien évidemment, mais j'ai aidé son rapporteur spécial dans un groupe d'experts. Dans ce groupe d'experts, on était 10 juristes et 10 hydrogéologues. On était 10 spécialistes en droit international de l'eau du monde entier et 10 hydrogéologues. Et on a discuté. Comment on peut réglementer. Ça, c'est extrêmement intéressant. Lorsque moi, j'ai fait ma thèse sur le droit de l'eau, j'ai tardé 6 ans, c'est énorme, mais j'ai consacré une année à des études d'hydrogéologie, parce que lorsqu'on veut réglementer ça juridiquement, il faut comprendre comment ça marche. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de discuter avec des hydrogéologues, et les hydrogéologues sont contents de discuter avec des juristes qui connaissent un peu leur matière. Alors, le grand problème, c'est qu'il faut savoir, il y a à peu près une vingtaine d'eau souterraines différentes. Les extrémités, donc qu'est-ce que vous avez comme type d'eau souterraine? Donc vous avez ici il y a la superficie. Il peut arriver que vous avez ici de la roche imperméable et il y a une nappe d'eau au-dessous. C'est ce qu'on appelle les eaux souterraines fossiles parce qu'elles ne communiquent pas avec la superficie. C'est comme le pétrole ou le gaz. C'est exactement enfermé par les mêmes formations rocheuses. Sinon, il y a les nappes souterraines. Là, c'est la formation d'une roche imperméable. Donc, la nappe peut se former ici, mais elle est alimentée par la superficie, par les infiltrations de la pluie. Aussi, il y a un cours d'eau, elle est alimentée aussi. Ensuite, il y a des différenciations. Donc, ça, c'est nappe captive ou eau fossile, et ça, c'est une nappe qui communique avec la superficie. D'autres distinctions concernent, par exemple, la formation de la roche. Vous pouvez avoir des nappes dans du sable, vous pouvez avoir des nappes qui sont formées de gravier, vous pouvez avoir encore des roches plus grandes, et la communication, la vitesse de déplacement de l'eau à l'intérieur de la nappe dépend du grain, de la grandeur du grain. Si c'est du sable, la nappe, elle est pratiquement stable. À notre extrémité, vous avez ce qu'on appelle des eaux karstiques. Les eaux karstiques, c'est des cavernes souterraines, c'est des fleuves souterrains. C'est de l'eau souterraine parce qu'elle est sous la terre. Mais comme c'est des cavernes avec des rivières souterraines, ça se déplace aussi vite qu'une rivière. Donc vous voyez la différence entre une nappe fixe, stable, dans du sable, et les eaux souterraines karstiques qui se déplacent très rapidement est énorme. Une nappe stable se pollue plus facilement écologiquement. Vous ne pouvez pas, elle se régénère en des dizaines de milliers d'années. Donc à l'échelle humaine, on peut dire qu'elle est polluée définitivement. Alors que les eaux karstiques se renouvellent très rapidement, une pollution est
relativement inefficace parce qu'il y a tout de suite de l'eau qui nettoie en quelque sorte la pollution ponctuelle. Alors il fallait expliquer. Alors les hydrogéologues, dans notre groupe de travail, voulaient absolument adopter un texte pour au moins 10 types de nappes phréatiques différentes. Mais imaginez comment vendre au gouvernement une convention où il y a des règles qui distinguent après chaque nappe. Notre tâche de juriste, c'est justement de simplifier. Le droit, c'est une fiction, et donc on simplifie et on dénature volontairement la réalité. C'est-à-dire qu'il fallait trouver un terme générique. Donc on a passé des mois et des mois à convaincre les hydrogéologues, mais en droit, on ne peut pas faire 10 ou 20 définitions. Ils disent, les eaux karstiques et les autres, mais c'est pas la même chose. Oui, mais c'est pas... Personne va adopter une telle convention. Donc finalement, on les a convaincus et on a adopté une définition unique. Alors, la concession qu'on a faite, et à mon avis c'est passé assez inaperçu, on a inclus dans la définition pas seulement les eaux souterraines, mais également les formations rocheuses qui contiennent les eaux souterraines. En quelque sorte, on a inclus le contenu et le conteneur. Et là, on a fait une grande différence par rapport à la Convention de New York, et c'est resté inaperçu par les États. Comme ça, on avance dans le droit, parce qu'on espère que le juge, un jour, le découvrira, cette finesse. C'est-à-dire, on a inclus également le conteneur et le contenu, l'eau et la formation rocheuse qui est couvert par le champ d'application du projet d'article. Donc ça, c'était un problème très important, mais à mon avis très efficace, et d'un point de vue écologique, il est évident, si vous polluez la roche, il y a un impact énorme également sur l'eau. Par exemple, la fracturation hydraulique, elle est interdite, complètement interdite en France, même pas les essais et les prospections sont admissibles, parce qu'il y a un impact énorme sur les eaux souterraines. Les Américains, ils pratiquent ça maintenant à grande échelle, mais c'est un désastre pour les eaux. Dans quelques générations, ils vont se repentir parce qu'ils auront détruit toute la fracturation hydraulique. C'est pas le pétrole ou le gaz, ça c'est extrait, mais on a besoin de produits chimiques qui s'infiltrent et qui ensuite polluent les nappes phréatiques. C'est quoi la fracturation hydraulique ? C'est une méthode... tu veux l'expliquer L'hydrocarbure, le gaz ou le pétrole est stocké dans des roches très dures, du schiste. Alors que du gaz conventionnel, il suffit simplement comme planter une paille et ça sort. Là, il faut carrément faire exploser la roche. Et donc, il faut de l'eau à injecter avec des produits chimiques à très haute pression pour faire exploser la roche. Mais le problème, c'est que lorsque l'on fait pénétrer la roche à l'intérieur, tous les polluants restent à l'intérieur et la nappe phréatique est polluée. Donc la fracturation, c'est le fait de faire exploser la roche avec de l'eau à haute pression qui contient de nombreux polluants. C'est pour ça, actuellement, je ne sais pas si vous suivez le prix du pétrole, il est en chute. Pourquoi ? Parce que les États-Unis deviennent pratiquement autarciques en pétrole et gaz grâce à cette méthode à grande échelle. Donc c'est bien pour l'autarcie énergétique, mais c'est un désastre total pour les eaux souterraines. Donc là, c'était un grand enjeu, et finalement, la fracturation hydraulique n'est pas possible si on ratifie un texte dans ce sens-là. Et là, on est assez fiers, parce qu'on n'a pas prévu la fracturation hydraulique, on n'a pas pensé à l'époque. Et finalement, ça a un effet qui prévoit, par exemple, ce genre de méthode. Sinon, le projet, j'ai peut-être besoin encore de 5 minutes, ça va ? Et après, je peux faire la pause. Donc, sinon, le projet d'article, il est en quelque sorte greffé sur la Convention de New York. C'est-à-dire que vous avez la reprise de la règle de l'utilisation équitable, l'interdiction de causer un dommage significatif avec la même relation, l'une prime sur l'autre, donc comme dans la Convention de New York. Donc sinon, elle est assez proche. Voilà, donc ça c'est pour le projet sur les aquifères. Il a été adopté en 2008, mais il n'a pas été transformé en convention. Il est resté au stade du projet parce que
la thématique elle est trop controversée et les États ne veulent pas adopter une convention. Donc on s'est arrêté par rapport à la Convention de New York, on s'est arrêté à un stade antérieur. On a le projet d'article de la CDI, mais on n'a pas poursuivi pour adopter une convention parce que c'est politiquement trop controversé. Donc, pour l'instant, on peut dire oui, il y a une certaine codification des règles coutumières, mais il n'y a aucun texte obligatoire qui permet à un État de s'engager sur le fondement de ces articles. Je termine avec mon dernier point, le lien avec l'hydroénergie. Mais là, je vais être très bref, parce qu'en fait, il faut citer les deux jurisprudences que j'ai mentionnées, la sentence arbitrale du lac Lalou et l'arrêt de la Cour internationale de justice dans l'affaire Gabčíkovo-Nažimaros, qui justement ne s'applique pas seulement aux ressources aquatiques, mais l'applique dans le domaine d'un barrage hydroélectrique. Donc là, vous pouvez dégager les grandes règles en matière d'énergie hydroélectrique. Il faut seulement souligner que la Convention de New York consacre certains articles spécifiquement à cette problématique. On avait dit la Convention de New York couvre le droit des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Donc la navigation non, mais par exemple l'hydroénergie, oui, c'est couvert. Et il y a même quelques articles qui s'intéressent à cela. Donc, par exemple, vous avez l'article 25 qui parle de la régulation, consacré à la régulation. Or, la régulation est affectée par la construction d'un barrage. Alors là, la convention elle est assez brève. Elle dit, là, il faut coopérer. Donc, si des États décident de réguler le débit d'un fleuve international, ou d'eau international, il faut coopérer et il faut participer équitablement. Donc on a ici une participation, mais de nouveau on a le recours au terme équitable, donc il y a une grande parenté avec la règle de l'utilisation équitable. Là il faut participer équitablement. Donc utiliser, c'est lorsqu'en quelque sorte on décide en amont quels sont les travaux qu'on peut décider. Participer, c'est lorsque c'est déjà fait et c'est en quelque sorte le résultat. Comme dans l'affaire Gabčíkovo, lorsque la Cour a dit vous partagez l'électricité. Ça, c'est la participation équitable. L'utilisation équitable, c'est lorsqu'on a décidé d'extraire les eaux du Danube. Donc là, il faut participer équitablement. Et il y a un article 24 sur la gestion, qui est plus vaste que l'hydroénergie, mais qui s'applique plus particulièrement pour elle. Lorsqu'on gère un fleuve international, la Convention, d'ailleurs en se fondant expressément sur le précédent nord-américain à propos des Grands Lacs, donc le traité de 1909, il faut créer des commissions mixtes. C'est-à-dire, le texte dit il faut créer une organisation internationale, donc une commission mixte, c'est-à-dire un aspect institutionnel qui réalise cette utilisation et cette participation équitable. Donc ça, de préférence, ça ne se fait pas bilatéralement ou multilatéralement directement, mais par le biais d'un organisme qui est créé spécialement. Effectivement, sur la plupart des fleuves internationaux et lacs internationaux aujourd'hui, vous avez des commissions de gestion. Dans tous les grands fleuves, en Afrique, il y a des fleuves très importants avec des commissions assez efficaces, mais ça se trouve en Amérique, dans le précédent nord-américain. Vous avez même ça à propos du Mekong, donc en Asie, et bien évidemment aussi en Europe. Donc là, le côté institutionnel. Sinon, a priori, j'ai terminé. Est-ce que vous avez encore des questions? Question d'opinion pour vous, en fait. Si on considère l'eau potable ou l'eau douce comme une ressource, et que les ressources sont bien souvent modérables, est-ce qu'on pourrait affirmer que le Québec est un territoire riche, ou bientôt extrêmement riche dans un avenir? Donc ça c'est, là, vous m'amenez sur un terrain, là j'ai publié, ça c'est mon terrain de recherche des 2 dernières années. L'eau, marchandisation de l'eau. Ça c'est vous avez ici le problème au Québec, mais on a le même problème en Europe. Alors apparemment dans l'ALENA, il y avait un mémorandum qui exclut l'eau comme marchandise, mais qui n'est pas dans l'ALENA, pas dans le traité, mais c'est un mémorandum à part adopté par les États-Unis, le Mexique et le Canada.
Alors en Europe, on a une directive sur l'eau qui dit que l'eau n'est pas une marchandise. On ne peut pas considérer que l'eau est une marchandise. Alors, à mon avis, l'eau deviendra une marchandise. Je ne suis pas heureux avec ça, mais à terme, on ne pourra pas s'opposer à ça en raison des pénuries qu'il y aura dans le monde, et c'est démographique, hein, il y a une explosion démographique. L'eau est réservée, certains territoires sont privilégiés, donc il y aura un phénomène de rareté encore plus, et la ressource naturelle, c'est un premier stade, oui, la ressource naturelle va se transformer en marchandise. Pour l'instant, en droit international, j'ai cherché, je suis collectionneur de traités d'eau par profession. J'ai 700 traités, donc j'ai une belle liste et j'ai les documents de 700 traités. J'ai trouvé un seul traité où l'eau est une marchandise. C'est un traité entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. Donc le Lesotho vend de l'eau à l'Afrique du Sud. Sinon, c'est un traité de 1996, donc relativement ancien, et depuis il n'y a plus d'exemples. Mais à mon avis, on va aller dans ce sens. À mon avis, il faudra consacrer la gratuité de l'eau dans certains domaines pour les essentiels, mais après, que l'industrie utilise gratuitement l'eau, ça pour moi c'est inacceptable. C'est-à-dire, même dans les relations internationales, on va vendre de l'eau. Alors pour l'instant, il y a des domaines où l'eau est devenue une marchandise et des domaines où ce n'est pas le cas. Lorsque l'eau est contenue dans un cours d'eau, elle n'est pas une marchandise. Même s'il y a un transfert par canal, pour l'instant, elle n'est pas une marchandise, sauf dans le cadre du Lesotho. Là, il y a un grand canal souterrain qui carrément transfère une rivière du Lesotho vers l'Afrique du Sud. Sinon, là, ce n'est pas une marchandise. En revanche, vous avez des débuts de marchandisation lorsque vous la mettez en bouteille. C'est une quantité ridicule, mais les bouteilles, vous les achetez. Et vous n'achetez pas le prix du plastique, vous achetez aussi, il y a un prix de l'eau qui est dedans. Hein. Ce n'est pas seulement le conteneur. Vous avez actuellement également ce qu'on appelle des Medusa bags. C'est une entreprise, c'est un nom d'entreprise. Medusa bags, c'est des récipients énormes qui sont 3 à 5 km de long, 2 km de large et 500 mètres de profondeur en matière plastique, comme une bouteille en plastique, très, très fine, qui sont remorqués sur les océans. C'est-à-dire, par rapport à un débit d'un fleuve, c'est ridicule, c'est des petites quantités. Mais dans l'absolu, c'est des milliers de litres, c'est des quantités quand même considérables. Et vous avez plusieurs Medusa bags qui sont remorqués. Hein, donc il y a des précédents entre la Colombie-Britannique, par exemple, et la Californie. Mais vous avez aussi ça entre la Turquie et la partie turque de Chypre. Vous avez donc plusieurs exemples. Et l'enjeu le plus important sur lequel je suis en train de réfléchir, c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. C'est-à-dire, l'eau virtuelle, c'est les légumes et les fruits. C'est-à-dire, vous savez, l'eau, elle est gratuite. C'est-à-dire, un agriculteur, pour l'instant, il peut irriguer gratuitement, il y a des restrictions, mais l'eau qu'il reçoit, elle est gratuite. Il fait une tomate. Une tomate, c'est 1% de fibres et 99% d'eau. Alors qu'est-ce que je fais si je veux transformer l'eau en marchandise? J'ajoute 1% de fibres, je fais un concombre, un melon, une tomate, et je vends ça. 99% d'eau, je vends. Et où ça pousse, les tomates, les concombres, les melons, les oranges, dans des régions arides où il y a plein de soleil. Donc on va prendre l'eau, ensuite on va la transformer en fibres, on va ajouter 1% de fibres, donc on va les transformer en légumes et en fruits, et ça se vend. Et c'est devenu ici une marchandise. Donc, et dernier aspect où l'eau devient une marchandise, lorsque j'ai un procédé de transformation, c'est les stations de dessalement. Je prends l'eau salée, en Espagne c'est fait d'une manière massive. Hein. Donc je prends l'eau, je la dessale, et là, comme ce n'est pas une eau qui est prise en tant que telle du milieu naturel, mais c'était de l'eau salée de la mer qui est transformée, elle a clairement un statut de marchandise. Donc cette eau, elle se monnaie. Donc, la seule limite qu'il y a encore en droit international et aussi dans la plupart des systèmes nationaux, c'est les cours d'eau naturelle, lorsque vous les dérivez à grande quantité, ce n'est pas encore une marchandise. Mais à mon avis, on ne pourra pas s'opposer, et même si je suis écologiste, je pense qu'il faut mettre un prix d'eau
qui doit être compensé par un droit à une quantité d'eau potable minimum gratuite pour des besoins humains nécessaires. Donc il faut protéger la population qui est fragile, qui a besoin d'eau potable. Là, il faut donner l'eau gratuitement. Mais l'eau industrielle, l'eau d'irrigation, à mon avis, il faut mettre systématiquement un prix. Et si vous voulez savoir mon opinion sur le Québec, moi, je vendrais l'eau. Parce que pour l'instant, cette eau, elle est donnée gratuitement. Alors pourquoi donner gratuitement l'eau aux industriels québécois qui ensuite mettent des tomates, bon c'est pas tellement le climat, mais qui transforment cette eau et la vendent aussi? Pourquoi pas directement vendre l'eau? Mais bon, vous avez demandé mon opinion personnelle. Vous savez que je sais que c'est très controversé et tout en étant écologiste, vous voyez, je suis favorable à un prix de l'eau. Je dirais que c'est assez controversé, votre opinion, quoi qu'elle est respectable. Je ne suis pas d'accord avec le fait des tomates, notamment du fait que cultiver une tomate avant soit très difficile, parce qu'il demande beaucoup d'entretien, le soleil et tout, mais bon. Sinon, je me demandais si vous analysiez plutôt la piste du bien commun de l'humanité. Moi, je ne suis pas tellement familière avec la qualification en tant que telle, mais les purs environnementalistes soutiennent le contraire que l'eau devrait appartenir à l'humanité tout entière, dépendamment de où qu'on vient, qu'on soit dans un Sahara ou dans un pays riche comme le Québec. Donc moi, je suis difficilement, je vous dirais, sur la marchandisation. Je pense que c'est s'approprier quelque chose qu'au contraire est un bien essentiel. On est tous composés d'eau aussi, avec le tomate bien entendu, mais l'humain aussi. Donc je ne sais pas pourquoi vous avez éliminé cette hypothèse-là, est aussi convaincant que de croire une marchandisation de l'eau. Peut-être aborder cette hypothèse-là aussi. Je pense que c'est peut-être un peu le réalisme. Donc, lorsque j'ai écrit ma thèse sur l'eau, j'ai tout un chapitre sur le patrimoine commun de l'humanité. Mon directeur de thèse, il est un peu le père spirituel en droit, Alexandre Kiss, il a lancé le concept du patrimoine commun de l'humanité. Et pour moi, ça serait l'idéal. En revanche, en négociant beaucoup avec les États, en étant dans des commissions étatiques, je me suis rendu de nouveau réaliste, j'ai perdu malheureusement mes illusions. Donc j'approuve à 100% ce que vous dites. Si on pouvait faire patrimoine commun de l'humanité, je suis d'accord, ça serait l'idéal. Mais je me demande aussi, patrimoine commun de l'humanité, est-ce que vous comptez les entreprises parmi l'humanité ou seulement les êtres humains? Voilà, donc dans ce cas-là, mais si vous donnez gratuitement l'eau aux entreprises, elles prennent l'eau gratuitement et vendent ensuite le produit transformé. Donc ça, là, il y a quand même un problème. Donc, mais à mon avis, nous rejoignons quand même. Je pense que vendre le principe de patrimoine commun de l'humanité aux États, il ne faut pas arrêter, mais pour l'instant, c'est illusoire. Donc qu'est-ce que je dis? Il faut marchandiser l'eau dans le domaine industriel et agricole, et il faut garder la gratuité de l'eau potable pour les besoins humains essentiels. Donc ça rejoint en réalité, même si c'est caché, parce qu'aux États, il ne faut jamais, lorsqu'on vous parlez de patrimoine commun de l'humanité, ça se ferme. Je suis expert dans des commissions gouvernementales, je suis expert pour des ONG écologistes. Je travaille seulement pour des ONG écologistes, pas pour les autres. Donc lorsque je travaille pour une ONG écologiste, je défends des idées extrémistes. Leur devoir, comme groupe de pression, c'est de défendre l'environnement à 100%. Si je négocie pour un État, comme pour ce projet sur les aquifères, je cache les progrès. Parce que sinon, les États ne l'acceptent pas. Il faut le mettre d'une manière très subtile, à petite dose. Donc si maintenant je dis « Ah, l'eau doit être patrimoine commun de l'humanité », certaines ONG seront d'accord, mais les États, pour l'instant, non. Et vous allez dire « Oui, mais peut-être il faut changer les mentalités, il faut insister, oui. » Mais les ONG doivent le faire. Mais le fait de rendre l'eau gratuite pour les besoins humains essentiels rejoint cette idée. Je crois qu'il faut marchandiser l'eau pour les professionnels, pour l'irrigation et pour l'industrie. Et c'est les plus consommateurs. Hein, la première consommation d'eau, c'est l'irrigation. La deuxième, c'est l'industrie. Et seulement en troisième lieu, c'est un tout petit pourcentage, c'est les besoins humains essentiels. Donc c'est très facile de protéger ça. Qui va définir qu'est-ce qu'un besoin humain essentiel? Est-ce que laver son linge à la machine à laver est un besoin essentiel? On devrait le laver à la main? Oui, est-ce que il y a le des fait de nourrir définitions, une c'est très vache, controversé, vous avez raison. déplacer Prendre de une l'eau douche, prendre une douche.
Mais vous voyez, je ne sais pas si comment c'est au Québec, mais j'habite actuellement à New York, je n'ai pas de facture d'eau. Je me souviens, lorsque j'étais étudiant, en Europe, on a une facture d'eau qui est fonction de notre consommation effective. Donc, l'eau est très chère. Lorsque mon fils prend une douche de plus de 5 minutes, je deviens fou. Parce que c'est non écologique et ça dépense énormément. Lorsque j'étais étudiant, j'avais un copain américain qui me rendait visite dans mon petit appartement d'étudiant. Il faisait froid, il a pris une douche 3/4 d'heure. Il ressortait tout rouge. Alors, désolé, j'étais très très embêté, mais maintenant, ça me fait une facture d'eau énorme et j'étais étudiant, je n'avais pas les moyens. Moi, je prenais une douche de 3 minutes parce que je n'avais pas l'argent. Alors, il était très 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 gêné parce qu'il ne savait pas. Ici, je veux dire, aux États-Unis, il n'y avait pas de facture d'eau. Alors, la facture d'eau, elle est une bonne chose parce que si j'ai une facture d'eau, j'économise de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on propose actuellement? C'est-à-dire, c'est un seuil minimal gratuit. Et ensuite une tarification progressive, même pour les foyers. Donc, vous avez un seuil minimal qui évite, par exemple, si vous prenez une douche d'1 heure, là vous payez. Et là, je suis d'accord, il ne faut pas prendre une douche d'1 heure. On prend un bain et c'est bon. J'ai pris mon fils, on a rempli un arrosoir et on a compté combien de litres d'eau il consomme pendant une demi-heure. Après, j'ai calculé les prix, j'ai dit, regarde ça, je l'enlève dans l'argent de poche si tu continues. Vous voyez, à mon avis, le prix de l'eau contribue à la protection de l'environnement parce qu'on dépense moins. Donc le prix de l'eau, en tant que tel, je ne suis pas contre. La contrepartie, c'est un minimum pour les besoins vitaux. Après, je suis d'accord avec vous, il y a un problème de définition de ce que c'est les besoins vitaux, mais il y a des travaux là-dessus qui sont assez acceptables, donc des propositions acceptables. On peut savoir des substituts, par exemple, que les compagnies vont essayer de trouver un produit chimique pour essayer d'utiliser moins d'eau, mais de répandre ça ou... Oui, mais si l'eau est chère, on dépense moins. Avec les productions, tout le problème, c'est les productions vivrières. Hein, donc, par exemple, si vous mangez de la viande, je ne sais pas quel pourcentage, mais vous avez besoin énormément d'eau parce que les animaux boivent énormément. Dans les abattoirs, c'est très cher. Donc, il est consommé moins d'eau parce que vous ne mangez pas de viande, peu de viande. Donc, si vous mangez de la viande, c'est extrêmement consommateur. Et à mon avis, ça doit être pas dans le minimum. Vous voyez, donc là, il faut trouver un équilibre. J'ai débordé beaucoup. Non, c'était bien. D'autres questions? Sinon, on va faire une pause, non? Oui. Merci beaucoup.